Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Vous avez sans doute remarqué que j'ai été silencieuse ces derniers temps. En fait, je travaillais pour vous. Sans en dire trop, disons simplement que je n'ai pas chômé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous m'avez beaucoup manqué. Malgré cette surcharge de travail que je me suis imposée, j'ai tout de même pris quelques jours pour vous préparer ce petit épisode. Il sera plus court que ce que j'ai l'habitude de vous offrir, mais je crois qu'il en vaut tout de même la peine. Cette histoire, très peu connue, a marqué ma jeunesse pour plusieurs raisons, mais la principale est sans doute parce qu'elle est arrivée alors que j'étais fraîchement diplômée maître chien. Ça me touchait donc encore plus, et vous allez vite comprendre pourquoi. Mon nom est Nini la Terreur, et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire d'un husky et d'un bébé. Cette histoire se passe cette fois à Saint-Barnabé-Sud, une petite municipalité régionale du comté des Mascoutins, située dans la région administrative de la Montérégie, juste à côté de Saint-Hyacinthe, ma petite ville natale. Ce sera par un bel après-midi du mois de juin 2010 que la mort s'annoncera, vraiment beaucoup plus tôt que prévu, pour une jeune famille récemment déménagée avec des amis dans leur maison à la campagne. Il va surtout s'agir de l'histoire d'une jeune mère adolescente de 17 ans et de son conjoint, que je ne peux malheureusement pas nommer et que nous appellerons Lily et Maxime pour les circonstances, mais aussi de la maman de Lily et d'au moins 3 chiens de race husky sibérien. Je tiens aussi à préciser que malgré leur jeune âge, il s'agissait tout de même d'une grossesse désirée pour ce couple. Enfin bref, tout va réellement se jouer en moins de 5 minutes. Autrement dit, quelques minutes d'inattention fatale. Maintenant, place à l'horreur. Le 1er juin 2010, quelques jours après la naissance du premier enfant de Lily et de Maxime, son amoureux, ils aménageront dans cette maison de campagne pour y vivre avec des amis en colocation. La propriétaire de cette maison y habitait depuis 1 mois seulement. Elle n'avait pas d'enfants, mais plutôt 2 huskies comme autres membres de sa famille, alors que les nouveaux parents en avaient un seul. Donc, en tout, un couple, une colocataire, la nouvelle maman et son conjoint, 3 huskies et un bébé. Ce que l'on sait déjà à propos de ces 3 chiens, c'est qu'un seul des 3 était en cage cette journée-là. Il s'agissait de celui des jeunes parents qui venaient d'emménager. Les 2 autres, en liberté, appartenaient à la colocataire. Aucun de ces chiens n'était connu pour être agressif et jamais ils n'ont manqué de nourriture de leur vie et n'ont jamais non plus mordu personne. Ces détails auront de l'importance pour la suite de l'histoire. Des 2 chiens en liberté, il y avait une femelle, âgée de 4 ans, la plus colleuse des 2, et il y avait le mâle, dont l'âge n'a jamais été mentionné, qui lui était plutôt de nature craintive. La journée où le drame s'est produit, Maxime, sans emploi à cette époque, n'était pas à la maison. Il était plutôt en train de faire une promenade. Il était plutôt en train de faire une demande d'aide sociale dans un bureau de Saint-Hyacinthe. De ce que l'on sait de l'autre couple qui vivait également sur place, il se trouvait alors dans une des chambres de la maison à ce moment-là. Le drame. Lily, la maman du bébé, était avec sa mère et elles fumaient toutes les 2 une clope sur le perron, bien relax, lorsque l'accident est survenu. Il était environ 15h30. Sans doute pour ne pas emboucaner son bébé de seulement 21 jours, Lily l'avait laissé par terre sur le plancher de la cuisine, dans son landau, pas très loin d'elle, et avait laissé la porte ouverte pour pouvoir le surveiller de loin. Vous avez sans aucun doute déjà deviné le drame qui se pointait le bout du nez.
Ce qui va maintenant arriver va aller très vite. Alors que les deux femmes papotaient tranquillement, une clope au bout des doigts, elles vont alors entendre des bruits inhabituels à l'intérieur. Je vous le donne en mille. Un des chiens en liberté va, on ne sait pas du tout pour quelle raison, s'attaquer au bébé qui se trouvait par terre dans son siège. Au retour des fumeuses dans la maison, elles auraient découvert l'enfant gravement blessé à la tête. Petite et fragile comme elle était, la petite était déjà morte à l'arrivée des ambulanciers, clairement victime des crocs d'un des huskies. My God, je trouve ça tellement effrayant. De quelle manière cette tragédie est-elle exactement arrivée? On n'en sait malheureusement pas plus à ce propos. La Sûreté du Québec arrivera rapidement sur cette propriété du rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud, sur les lieux du drame. Le décès de la petite sera ensuite constaté à l'arrivée des ambulanciers et, selon le porte-parole de la SQ, il s'agissait d'une mort évidente. On apprendra d'ailleurs plus tard que la petite serait décédée d'un traumatisme crânien à la suite de graves blessures qu'elle a alors reçues à la tête, provoquées par de sévères morsures canines. À la suite de cette attaque, la chienne, qui était restée sur place, sera transportée à la fourrière, alors que le mâle, lui, s'était sauvé. Toutefois, il sera retrouvé quelques heures plus tard par des patrouilleurs canins. C'est l'escouade canine qui est ensuite venue les récupérer. Cependant, ils rusheront un peu plus avec la femelle qu'avec le mâle. Elle était très agitée et a même dû être maîtrisée par sa propriétaire. Des examens seront faits la journée même sur ces chiens, notamment des tests de comportement et de dépistage de la rage. Même si à première vue ces deux chiens ne présentaient aucun signe d'agressivité, il était important d'au moins savoir si l'un d'eux était porteur de cette maladie. Quelques minutes seulement après le drame, la propriétaire des huskies va confier à la presse, en larmes, que, et je la cite, « Tout ce que je sais, c'est que les chiens se seraient peut-être battus et que la petite aurait peut-être été poignée en même temps. Si c'est vraiment la faute des chiens, on va s'en débarrasser. On va les faire piquer. C'est un dur coup. Il va falloir vivre notre deuil. » Elle continuera en disant « Habituellement, ce sont des chiens assez dociles, des chiens de famille, mais ce ne sont pas des chiens qui vont normalement attaquer les enfants. » La maîtresse de ces chiens dira également qu'ils étaient habitués avec les enfants et qu'ils n'avaient jamais démontré un quelconque signe d'agressivité. Elle terminera en disant « Je suis surprise parce que ce n'est pas une chose à laquelle on s'attendait. La mère en prenait soin de son enfant. Personnellement, je ne m'attendais pas à un incident comme ça. » Arrestation. À la suite de ce malheur, les deux femmes, la mère et sa fille, seront amenées à l'hôpital. À ce moment-là, Lily a pu rencontrer un travailleur social, mais pas que. La pauvre Lily sera aussi hospitalisée pour soigner un choc nerveux. Elle ne comparaîtra donc au palais de justice que le lendemain. Mais sa soirée et sa nuit à venir étaient loin d'être terminées. Les enquêteurs avaient évidemment besoin d'en savoir plus. Ils se sont donc rendus au centre hospitalier et sont tout d'abord allés questionner le médecin sur place pour connaître l'état d'esprit de la maman, avant d'ensuite aller questionner les deux femmes. Comme elles venaient finalement d'obtenir chacune leur congé, ils vont plutôt les amener au poste de police pour des interrogatoires vidéo. L'une au poste de Boucherville et l'autre à celui de Saint-Hyacinthe. Aucune des deux n'a eu besoin de porter des menottes. De ce que l'on sait, ces entrevues auraient duré entre 2 et 3 heures et se seraient terminées aux alentours de 4 heures du matin. Cette jeune maman aurait pu être accusée de négligence criminelle, mais la couronne va plutôt décider de l'accuser d'homicide involontaire. On sait déjà qu'un parent peut être accusé s'il omet de fournir les choses nécessaires à l'existence de son enfant. Alors, à ce propos, la représentante de la poursuite expliquera que, dans ce cas-ci, le décès résultait surtout dans le fait que cette jeune maman avait effectivement manqué à protéger son bébé. Cette jeune fille de seulement 17 ans
va décider de plaider non coupable. En attendant son retour en cour, elle sera relâchée, mais sous certaines conditions, comme ne pas avoir sous sa responsabilité des enfants de moins de 12 ans. Ce qui va de soi. Les policiers mettront également en état d'arrestation la grand-mère du bébé qui était simplement allée rendre visite à sa fille cette journée-là, mais en bout de ligne, aucune accusation ne sera portée contre elle. Donc, ce sera une adolescente aux traits tirés et au visage blême qui viendra comparaître en chambre de la jeunesse du palais de justice de Saint-Hyacinthe sous une accusation d'homicide involontaire, moins de 24 heures après avoir découvert son bébé de 21 jours mort, attaqué par un chien, dans sa résidence de la Montérégie. Le papa de la jeune victime, âgé de 19 ans, était bien sûr présent dans la salle d'audience avec plusieurs de leurs parents et amis. Avec un calme qui frôlait le détachement, qu'il justifiera d'ailleurs par le fait qu'il était sous forte médication, Maxime dira aux médias que sa conjointe n'était absolument pas coupable et qu'elle n'avait pas non plus laissé le bébé sans surveillance. Il précisera aussi que la petite était tout de même à moins de 10 pieds de sa mère et que lorsqu'elle a entendu un bruit anormal, il était malheureusement déjà trop tard. Une amie prendra ensuite la relève et dira aux journalistes « Elle vient de perdre son enfant. Laissez-la donc faire son deuil en paix. » Une fois cette première audience terminée, ce sera maintenant au tour de la jeune maman du poupon de parler aux journalistes. Elle retournait à son domicile pour la deuxième fois depuis la tragédie lorsqu'elle a été accostée. Elle leur dira « Il n'y a pas de mots. Je suis démolie, c'est tout. Ça a été très dur parce qu'ils m'ont mise en cellule. J'ai même pas eu le temps de dire rien. J'ai même pas eu le temps de dire mon mot. J'ai pas eu le temps de faire mon deuil. Ils m'ont mise en cellule, puis ils m'ont interrogée jusqu'au lendemain matin. Je n'ai pas trouvé ça correct. J'aurais eu besoin de rencontrer un psychologue à l'hôpital, mais je n'ai pas eu le temps. » À la suite de cette entrevue, elle se fera taper sur les doigts par son avocat qui lui demandera de ne plus parler aux journalistes. Comme c'est presque toujours le cas, les enquêteurs qui hériteront de ce dossier iront tout d'abord interviewer les voisins. Ils commenceront par Guy Vaillancourt, le voisin d'en face. Monsieur Vaillancourt, qui a déjà vu ces deux huskies à plusieurs reprises, leur affirmera qu'il n'avait jamais fait preuve d'agressivité. Il dira même, et je le cite, « Quand j'ai appris la nouvelle, je n'en croyais pas mes oreilles. Les chiens se sont pourtant déjà sauvés, puis se sont retrouvés sur mon terrain et ils étaient très gentils. Je ne connaissais pas les parents du bébé, mais je connaissais l'autre couple et c'était vraiment de bonnes personnes. L'homme avait des enfants d'une précédente union et il en prenait vraiment bien soin. C'était un vrai bon Jack. Ce qu'il vient de leur arriver est terrible. Un husky qui prend un enfant, c'est vraiment malheureux. Nos pensées sont avec la famille. » Les enquêteurs vont vite se rendre compte que ce n'étaient pas tous les voisins qui avaient ce même son de cloche. En effet, car plusieurs autres voisins qu'ils iront interroger leur diront plutôt que ces deux huskies étaient des animaux farouches. Bruno Leblanc, un agriculteur qui n'habite pas très loin, les aurait souvent vus courir dans son champ. Par 2 fois, il aurait demandé à leur propriétaire de les garder attachés, comme le règlement municipal de Saint-Barnabé-Sud l'exige. Mais encore une fois, il était loin d'être le seul à s'être plaint de ses chiens, car une autre voisine a aussi demandé qu'ils soient gardés en laisse. Elle craignait surtout qu'ils causent des accidents en traversant la route. Elle les aurait aussi vus passer sur son terrain 2 ou 3 fois et ajoutera, elle aussi, qu'ils ne lui semblaient pas agressifs. Évidemment, la propriétaire de ces chiens n'aura pas le même point de vue qu'eux. Malgré les 4 à 5 plaintes qu'elle a reçues de ses voisins, elle assurera aux enquêteurs que ces bêtes étaient dociles. Elle dira qu'elle essayait de les garder attachés et de les surveiller, mais que parfois, ils s'enfuyaient quand même. Voyons voir maintenant ce que pensent certains experts vétérinaires comportementalistes ou maîtres dresseurs œuvrant dans le domaine canin.
Selon tous les spécialistes qui seront interrogés à la suite de ce drame, il sera mentionné que les chiens de race husky n'étaient pas forcément des chiens agressifs. Un d'entre eux dira à ce propos que l'idée qu'une race de chiens soit plus agressive qu'une autre est un mythe tenace et que le facteur déterminant serait plutôt la personnalité du chien en particulier. Et j'ajouterais aussi que l'éducation que le chien recevra au cours de sa vie pesait aussi dans la balance. Il précisera toutefois sa pensée en expliquant que lorsqu'ils attaquent, certains chiens sont plus dangereux que d'autres. Il faisait évidemment référence aux pitbulls, principalement à cause de la pression de leur mâchoire, en précisant au passage que les huskies possédaient eux aussi une bonne mâchoire. Un maître dresseur soutiendra quant à lui que certains huskies posséderaient un esprit de meute, et particulièrement chez ceux qui proviennent d'élevages de chiens de traîneau. Il n'oubliera pas non plus de mentionner que si ces chiens ne sont pas castrés, il pourrait y avoir un dominant et des dominés autour de lui. Donc, s'ils ne sont pas bien éduqués, ces chiens pourraient très bien confondre un lièvre avec un jeune enfant. Cette race de chien en particulier est un animal très hiérarchisé, ce qui veut donc dire qu'ils ont besoin de règles strictes. Le maître ne doit pas être trop permissif avec ce genre de chien, car il gagne rapidement en dominance. Le directeur d'un refuge dira quant à lui que laisser un chien seul avec un enfant, c'était un peu comme laisser les enfants sans surveillance sur le bord d'une piscine. C'est très dangereux. Et on ne peut qu'être d'accord avec lui, bien sûr. Certains, plus catégoriques que d'autres, diront que cette race ne devrait pas être gardée à l'intérieur. Je ne suis pas certaine d'être entièrement d'accord avec ce point. En fait, je l'allégerais un peu. Je dirais plutôt qu'avec certains propriétaires, oui, mais que d'autres sont très bien capables de gérer leurs chiens eux-mêmes en se fiant justement aux critères et aux besoins de la race, entre autres. Pour ce qui est de la propriétaire du relais canin à Granby, elle va refuser de juger ces deux femmes qui avaient la responsabilité de cet enfant. Elle sera toutefois catégorique. Elle dira qu'on ne laisse jamais un bébé sans surveillance avec un ou des chiens et que même si elle avait confiance en son chien à 300%, elle ne ferait jamais ça. Mais selon les dires de ces deux femmes lors de leur interrogatoire au poste de police, elles étaient allées fumer sur le balcon et avaient bien un visuel avec l'enfant quand cet accident est arrivé. D'un autre côté, personne d'autre qu'elle n'était sur place à ce moment-là pour valider cette info. Ce qui me fait penser de vous parler que le Journal de Montréal avait une toute autre théorie à ce sujet. Bon, ça vaut ce que ça vaut avec ce média, mais selon eux, Lily aurait plutôt abandonné sa petite pendant une période d'environ 20 à 30 minutes, alors que les deux chiens étaient effectivement en liberté dans l'appartement, avec le bébé seul par terre dans son landau. Qu'aurait-elle fait durant tout ce temps? Eh bien, toujours selon le Journal de Montréal, elle et sa mère se seraient plutôt rendues sur le terrain pour discuter et observer les fleurs et les plantes. Ce serait donc à leur retour qu'elles auraient découvert la petite. Enfin bref, y a-t-il eu altercation entre les deux huskies présents dans la maison? La petite s'est-elle mise à pleurer ou à s'agiter, devenant ainsi une proie à leurs yeux? Il est malheureusement impossible de répondre à ces questions en particulier. Ce qui me fait penser que j'ai lu quelque part qu'une association américaine avait qualifié les chiens husky de crime snatchers. Ce qui me fait penser que j'ai lu quelque part qu'une association américaine avait qualifié les chiens husky de crime snatchers, c'est-à-dire de croqueurs de berceau. Intense quand même. Pour terminer ce segment, le chroniqueur de l'hebdomadaire Coup de patte était, quant à lui, plus que convaincu qu'on ne peut jamais renier la race d'un animal. Il dira que le husky est d'abord un chien de travail et qu'il est aussi possible d'en faire un chien de famille, mais que ce n'était pas aussi facile qu'avec d'autres races, comme un Golden Retriever, par exemple. Effectivement. Ce chroniqueur ajoutera qu'il s'agissait sans doute d'une agression prédatrice, car les deux huskies en question étaient en présence du bébé, et donc cette présence amplifiait, dans la tête de ces deux chiens, l'effet de meute, ce qui aurait donc pu décupler leur réaction.
ça se tient. Il précisera également que l'odeur de ce nouveau-né, fraîchement arrivé sur les lieux, ne leur était non plus pas familière. Selon moi, il faut surtout adopter un chien qui va avec notre train de vie. Je me rappelle très bien quand mon braque de Weimar a eu des bébés. Une vieille dame a voulu m'en acheter un, mais j'ai refusé. Je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'une race de chien hyperactive et donc que cette race avait besoin de beaucoup d'exercice. Elle m'a répondu qu'elle avait un grand terrain pour ça. J'ai encore refusé, car le chien a besoin de plus que ça pour être stimulé. Il aurait été malheureux. De là l'importance de bien choisir la race de chien qui va avec notre personnalité et surtout qui fit bien avec notre mode de vie. Enfin, plusieurs conditions étaient donc réunies pour créer toute cette confusion dans leur tête de chien de meute. Ce spécialiste canin terminera en disant que cette triste histoire confirmait une grande évidence, et je le cite. « Même si on l'appelle bébé, un chien reste un chien et il demeure imprévisible. L'instinct ne le quitte jamais vraiment. Il ne faut pas oublier qu'un chien possède 95% du bagage génétique du loup. La meilleure chose à faire quand on possède un chien, c'est de suivre un cours, au moins pour apprendre à décoder son langage. En vrai, la cause la plus probable et la plus logique de ce drame serait sans doute que ce bébé serait devenu, aux yeux de ces deux huskies qui étaient à proximité de lui, un objet de possession. Le premier l'aurait probablement senti, et si l'autre s'est approché aussi à ce moment-là, ça aurait alors pu créer un intérêt autour de l'enfant qui serait devenu comme une pelle dans un carré de sable pour deux enfants qui la veulent. Malgré tout ce qui venait de se dire à propos de la race de ces chiens, Maxime, le papa du bébé, dira ne pas leur garder rancune d'avoir attaqué sa fille. Vêtu d'un t-shirt troué aux couleurs du band AC/DC, il dira à ce propos: « Un chien, on ne contrôlera jamais ça. Ça a beau être le chien le plus gentil du monde, ça a à donner comme ça, c'est tout. What the fuck? » Qu'en est-il du point de vue du maître du chien qui a tué ce bébé? Eh bien, lorsqu'elle sera interrogée, de chez elle, elle dira sans vouloir qu'un de ses chiens ait tué un bébé et que jamais elle n'aurait pensé qu'une telle chose puisse arriver. Il faut comprendre qu'à ce moment-ci de l'histoire, on ignorait toujours lequel des deux chiens avait attaqué cet enfant. Toutefois, la femelle était fortement soupçonnée. Leur propriétaire dira tout de même que celui qui a fait ça se fera piquer, car ce ne serait pas acceptable de le garder en vie après ce qu'il avait fait. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. D'ailleurs, un mois plus tard, beaucoup de gens étaient préoccupés par l'avenir de ces deux chiens, dont moi, évidemment. Plusieurs ont même souhaité les adopter pour qu'ils ne soient pas euthanasiés. Ce sera bien sûr à la justice de trancher sur le sort de ces bêtes, et encore faut-il qu'ils réussissent à déterminer avec certitude lequel des deux a tué l'enfant. D'ici là, les chiens seront mis en sécurité dans un endroit tenu secret afin de les protéger des représailles qu'il pourrait y avoir. Malgré ce que la propriétaire de ces chiens a dit plus tôt, la rumeur circulait qu'elle voulait en fait les ravoir avec elle à tout prix. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Parjure. 2 ans passeront ensuite avant que nous ayons des nouvelles à propos de cette horrible histoire. Il s'est avéré qu'un peu avant le début du procès, Lily, maintenant rendue à l'âge de 19 ans, sera finalement incarcérée jusqu'à la tenue de son procès. En fait, cette jeune fille, sans antécédents criminels jusqu'à maintenant et n'ayant pourtant pas le profil d'une délinquante, venait d'être accusée d'entrave à la justice. En effet, alors qu'elle était en liberté conditionnelle depuis le drame, en attente de son procès devant le tribunal de la jeunesse, elle aurait incité sa mère à se parjurer ou tout le moins à rendre un faux témoignage. En réalité, elle aurait souhaité que sa mère nie certains agissements et qu'elle modifie sa déclaration faite aux policiers la journée de l'accident en mettant ses trous de mémoire sur le compte des médicaments qu'elle prenait à ce moment-là. Cette demande aurait été faite lors d'une conversation téléphonique.
était-elle sous écoute? Rien ne le confirme. Du coup, cette arrestation entraînait malheureusement le report du procès. La procureure de la Couronne va alors s'opposer à la remise en liberté de cette dernière. Il s'agissait tout de même d'une accusation très grave, passible d'une peine d'incarcération d'au moins 10 ans de prison. Quand même. Pour justifier qu'elle demeure détenue jusqu'à son procès, la juge retiendra surtout le manque de sérieux flagrant de cette accusée. Bien sûr, cette dernière niait le fait d'avoir fait pression sur sa mère lors de cette conversation téléphonique avec elle. La juge qualifiera tout de même la version de Lily d'invraisemblable et de non crédible. Cette accusée devra donc subir 2 procès back-à-back, dont le premier sera justement en rapport avec ce parjure. Ce sera 1 mois après avoir été emprisonnée que Lily sera officiellement accusée d'entrave à la justice. Elle écopera donc de 60 jours de prison supplémentaires. C'est à ce moment-là que, pour la première fois depuis le début des procédures, elle versera quelques larmes. Elle venait de réaliser qu'elle avait un autre 2 mois de détention à purger derrière les barreaux. Ses amis qui étaient dans la salle d'audience à ce moment-là seront tous très en colère de la décision que la juge venait de prendre. Ils semblaient trouver que la peine était trop sévère. Mais en vrai, 60 jours versus 10 ans, me semble que c'est pas si pire dans les circonstances. En somme, ils vont quitter la salle frustrés, avec la rage au cœur. Procès. Ce deuxième procès sur le point de commencer ne sera finalement qu'une formalité. Alors qu'à la base, cette jeune fille était accusée d'homicide involontaire, elle décidera maintenant de plaider coupable à une accusation réduite de négligence criminelle. Les représentations sur sentence auront lieu un peu plus tard, toujours devant le tribunal de la jeunesse de Saint-Hyacinthe. Contrairement à certaines histoires que je vous raconte, nous ne savons pas grand-chose du parcours de vie de cette jeune fille. Nous savons cependant qu'elle a eu une jeunesse éprouvante. Elle n'aurait pas bénéficié d'un bon modèle parental durant son enfance. À cette époque, les liens avec sa mère se faisaient plutôt rares, alors que son père, lui, était en prison, sans qu'on sache exactement pour quelle raison. La pauvre. Bien sûr, à cause de ça, ce grand-papa n'aura malheureusement pas pu assister aux funérailles de sa petite fille. Au final, cet accusé, coupable de négligence criminelle ayant causé la mort de son enfant de seulement 21 jours, sera placé sous garde et surveillance dans la communauté pour une durée de 6 mois. Elle devra également se soumettre à certaines conditions, dont celle de ne pas posséder de chien, de garder la paix et d'éviter de se trouver avec des personnes ayant un dossier criminel. Pas évident avec un papa emprisonné. En gros, avec cette peine qui venait de lui être imposée, elle devra, pour les prochains 6 mois, être sous la responsabilité du directeur provincial. Elle sera donc assignée à résidence et purgera sa peine dans la communauté plutôt que dans un foyer d'accueil. Par la suite, il sera important qu'elle respecte une période de probation de 18 mois et être suivie par le CLSC de son patelin. Cette peine qui lui était imposée suivait les recommandations communes présentées par les procureurs de la Couronne et de la Défense. Les 2 parties ont insisté sur les objectifs de réadaptation et de réhabilitation poursuivis par la sentence. Ils diront que le but de cette peine n'était pas de la dissuader ou de la décourager, mais plutôt de l'aider. Il s'agissait quand même d'un cas rare où il n'y avait pas vraiment de cause semblable comparable à celle-ci au Québec. Il est aussi intéressant de savoir qu'entre-temps, cette jeune maman a eu un autre enfant. Effectivement, ce nouveau bébé serait né en novembre 2011, soit un peu plus d'1 an après le drame. Lily a bien évidemment immédiatement eu un suivi par un intervenant du CLSC pour l'aider avec ce nouvel enfant. Elle a aussi eu des rencontres avec une psychologue afin de l'aider à passer à travers le grand traumatisme qu'elle a vécu et qui la hante toujours, en plus de l'aider à faire le deuil de cet enfant décédé. De plus,
Elle était même à la recherche d'un emploi. Tout semblait enfin recommencer à bien aller pour elle. Cette initiative de sa part sera d'ailleurs applaudie par la juge qui soulignera, par le fait même, l'influence positive de son nouveau conjoint et par la bande de celui de sa nouvelle belle-famille dans son cheminement. Parce que, malheureusement, son couple avec Maxime n'a pas survécu au drame. Un classique. Mais emploi ou non, cette jeune fille devra tout de même respecter, durant au moins 6 mois, les conditions nommées plus haut et surtout ne pas avoir de chien en sa présence lorsqu'elle sera avec son nouveau bébé. Par l'entremise de son avocate, on apprendra que Lily était satisfaite de cette sentence. Elle dira entre autres que sa cliente comprenait sa part de responsabilité dans ce qui s'était passé et que cette compréhension allait lui permettre une meilleure réhabilitation. Pensez-vous qu'après tout ça, cette jeune fille a eu sa leçon? De mon côté, je suis loin d'en être convaincue, car, et je ne blague même pas, cette fille va de nouveau s'acheter un chien de race husky. Comme dirait un de mes amis, il y a parfois des claques qui se perdent. Ce nouvel achat n'a bien sûr été possible qu'après la période de probation de 18 mois, à laquelle elle ne pouvait être en présence d'un chien lorsqu'elle avait son bébé avec elle. Maintenant, la question que sans doute tout le monde se pose, que sont devenus les 2 huskies problématiques? Je vous jure, j'ai vraiment fouillé partout pour vous trouver cette info, mais en vain. Même le fameux chat GPT l'ignore. Aucune décision officielle n'est accessible en ligne déterminant le sort précis de ces 2 chiens dans cette affaire. Rien côté jugement, ordonnance d'euthanasie ou procès-verbal de la SPCA non plus. J'ai cependant une théorie à ce sujet. Selon moi, ils ont été adoptés en catimini, sans doute par quelqu'un du refuge où ils avaient été placés à la suite de ce drame. Sans doute aussi par une personne expérimentée en comportement canin. Enfin, je l'espère pour eux. Il leur était de toute façon impossible de savoir lequel des 2 avait tué ce bébé, alors je ne vois pas comment ils auraient pu en euthanasier un. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quelle autre théorie vous auriez. Je suis curieuse de vous entendre. Conclusion. En 2010, la même année où ce drame est arrivé, pas moins de 45 000 enfants ont été mordus par des chiens au Québec. C'est énorme. Reste que 80% des morsures répertoriées proviennent de chiens de 20 livres et moins. Évidemment, lorsque la blessure est provoquée par une plus grosse mâchoire, les dommages sont nécessairement plus importants. Mais pour vrai, il faut arrêter de mettre la faute sur le dos des chiens, car la faute revient très souvent à nous, les humains, parce que, théoriquement, ces 45 000 morsures auraient très bien pu être évitées. Il ne faut jamais oublier qu'un chien adulte a, tout au plus, la mentalité d'un enfant de 2 ans. Il n'a non plus aucun sens moral ni jugement. Il faut donc être présent pour surveiller son comportement et surtout le corriger s'il n'agit pas correctement. Bien sûr, quand je dis corriger, il faut plutôt entendre qu'il faut lui montrer le bon comportement à avoir et pour ça, il faut utiliser une approche 100% positive. J'insiste vraiment sur ce point. Il ne faut jamais frapper ou faire de mal à un chien. Quelqu'un a dit un jour que choisir l'éducation par le renforcement positif, c'est choisir de vivre avec l'autre pour le meilleur et non pour le pire. Je vous suggère fortement d'enseigner à vos enfants à décoder les signes précurseurs d'agressivité chez les chiens. Ils ne parlent pas, mais c'est tout comme lorsqu'on sait bien décoder leur langage corporel et comprendre ce qu'ils essaient de nous dire. De base et rapidement, ce qui me vient en tête à propos de certains signes facilement détectables chez le chien, il y aurait les oreilles rabattues sur la tête, la queue courbée entre les jambes et ou les poils hérissés sur le dessus du dos. Mais ça pourrait aussi être des grognements, les babines qui se retroussent, des jappements ou bien il pourrait carrément montrer les dents. À tous les gens qui ont comme projet futur de s'acheter un chien, s'il vous plaît,
Ne prenez surtout pas une telle décision à la légère. Comme vous avez pu le constater, il peut parfois y avoir de graves répercussions lorsqu'on ne fait pas le bon choix. Je vous l'ai souvent dit et je vais encore vous le répéter. La vie ne tient qu'à un fil. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Et de grâce, si vous n'êtes pas maître chien, optez donc pour un cours ou 2 de base, question de partir du bon pied avec votre nouveau membre de la famille. Aussi, si vous êtes une personne qui ne bougeait pas beaucoup, comme la vieille madame de mon anecdote de tout à l'heure, ne choisissez pas une race de chien hyperactive. Allez-y plutôt pour un petit chien de poche ou, si vous préférez les gros chiens, choisissez plutôt un Danois ou bien un Saint-Bernard, par exemple. Mais surtout, il est très important d'éviter les adoptions coup de cœur et ne pas oublier de socialiser son toutou avec tout ce qui se trouvera dans son environnement et, si possible, connaître les antécédents du chien en question. N'hésitez pas non plus à m'écrire si jamais vous êtes indécis entre une race ou une autre, ou bien pour des conseils d'éducation canine. Je tâcherai de vous conseiller du mieux que je peux, ou bien vous diriger vers les bonnes personnes. N'oubliez pas, les chiens parlent, mais seulement à ceux qui savent écouter. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que j'oublierais l'achat d'un chien de race husky pour cette nuit. On ne sait jamais. OK, bye!